Deux hommes noirs à l'allure moderne en sous-vêtements de luxe sont vendus aux enchères. Ils sont enchaînés par le cou et on dirait que l'endroit est un marché aux esclaves. Comment se sont-ils retrouvés à cette époque? Nous le verrons ensemble. Le film tourne autour de deux demi-frères séparés, Régis et Joël, originaires des Antilles, qui mènent des vies complètement différentes. Joël est un homme noir monoracial qui vient de sortir de prison pour avoir volé le sac d'une vieille dame. Il vit actuellement avec sa mère et sa fille de 9 ans. Ce dernier est au chômage et accuse le racisme d'être la cause de tous ses maux, en particulier de son chômage. Mais il n'a jamais sérieusement essayé de trouver du travail. Régis, lui, est métis, marié et père d'une fille, conseiller municipal de la mairie d'une ville bourgeoise et intégré au milieu de la classe moyenne. Un jour, Régis reçoit un appel de son oncle l'informant que son père est mourant et que c'est la dernière volonté du vieil homme, de rencontrer tous ses enfants. Régis refuse d'y aller, car son père n'a jamais été là quand il était enfant. Mais sa folle de femme le menace de coucher avec d'autres hommes s'il ne rend pas une dernière visite à son père. Il n'a pas le choix alors, il accepte à contre-cœur. Le lendemain, à l'aéroport, il rencontre Joël, qui est également venu voir son père. Les frères, qui n'ont pas eu de contact depuis plus de 10 ans, mettent leurs différends de côté et louent un taxi. Ensemble, dans le taxi sur le chemin de la maison de leur père, Régis raconte à Joël tout ce qu'il a fait de sa vie réussie, tandis que ce dernier ment pour dissimuler ses échecs, par honte. En arrivant chez leur père, ils se sont présentés à leur tante et à leurs autres demi-sœurs. Il s'avère que leur père s'est aventuré dans le monde entier et a eu des relations avec d'innombrables femmes. Les yeux du vieil homme s'illuminent lorsqu'il voit ses deux seuls fils devant lui. Avant de mourir, il dit à Régis et Joël qu'ils hériteront d'un grand trésor, ce qui excite les frères. Alors ils attendent avec impatience le trésor, mais à leur grand désarroi, tout ce qu'ils reçoivent en héritage est l'acte d'affranchissement ayant libéré leurs ancêtres esclaves. Ce document a été remis à quelques esclaves par leurs propriétaires pour un travail ou un acte extraordinaire. Apparemment, les ancêtres de Régis et Joël ont été libérés bien avant que l'esclavage ne soit légalement aboli. Très déçus par l'héritage de leur père, les deux enfants se moquent de la valeur symbolique de ce morceau de papier et le déchirent sous l'œil désapprobateur de toute la famille. Ce qui, comme prévu, met la vieille femme en colère. Elle décide alors de donner une leçon à Joël et Régis. Ainsi, elle leur jette un sort vaudou et les renvoie au XVIIe siècle où l'esclavage est toujours en vigueur. Subitement, les deux se réveillent. Pendant qu'ils s'interrogent sur ce qui s'est passé, un couple de noirs terrifiés passe devant eux en courant. Juste à ce moment-là, deux chasseurs d'esclaves arrivent aussi et les capturent dans une cage. Ils sont ensuite emmenés sur un marché aux esclaves et vendus à Monsieur Jordan, propriétaire terrien. Jordan confie Joël à la ferme où il travaillera sous la garde d'Henri, un contremaître brutal et profondément raciste, tandis que Régis est envoyé dans les cuisines de la résidence. Les demi-frères découvrent bientôt qu'ils ont en fait voyagé dans le temps jusqu'en 1780, époque où l'esclavage existait encore. Le lendemain, les esclaves sont obligés d'écouter un prêtre qui leur lit une fausse Bible sur la façon dont les Noirs doivent obéir aux Blancs. Mais comme les frères sont les seuls à savoir lire, à part les Blancs, ils refusent d'en accepter le contenu. Régis surprend même le prêtre en lui lisant une ligne du livre. Plus tard dans la journée, Joël arrive en retard au champ et se fait frapper par Henri. Fatigué de la torture et du comportement de Henri, Joël s'enfuit de la ferme mais finit par se cogner la tête contre un poteau. Assommé à cause de ses actions, il est flagellé devant tout le monde cette nuit-là. Régis, quant à lui, est interpellé dans le bureau de Jordan, où Jordan le félicite d'être un esclave intelligent et lui donne le privilège de contrôler les autres esclaves avec Henri. Plus tard, Joël se fait soigner par une esclave nommée Rosalie. Cela ne fait que 5 minutes qu'ils se sont rencontrés, mais Joël a déjà commencé à l'apprécier. Au moment opportun, il se penche pour l'embrasser, mais il se fait rembarrer. Et comment on fait pour séduire une meuf ici? Rosalie révèle alors qu'elle est amoureuse d'un autre esclave nommé Isadore. Joël était donc déçu par ça, mais il était encore plus déçu de voir son frère agir comme les Blancs et le critique pour son égoïsme. Mais Régis s'en moque et continue à être loyal envers ses nouveaux maîtres et rend compte de son travail à Monsieur Jordan tout au long de la journée. En plus, il se moque de lui et plaisante sur le fait qu'il puisse au moment du piano. Alors les Blancs finissent par en avoir assez, puis le maltraitent, donc ils décident de partir. Le lendemain matin, les deux frères s'enfuient de la plantation en montant secrètement dans la voiture d'un juif nommé Isaac. Lorsqu'ils arrivent chez lui, Isaac s'approche d'eux et révèle qu'il savait qu'ils étaient là. Les frères l'ont supplié d'avoir pitié, mais à leur grande surprise, Isaac leur offre une grande hospitalité et de l'attention, car les juifs sont aussi victimes de discrimination. Les hommes de main de Monsieur Jordan arrivent bientôt dans la maison d'Isaac à la recherche des deux frères. Mais avant qu'ils ne soient pris, Régis et Joël font leurs adieux à Isaac. Ils s'enfuient donc par la porte de derrière et se dirigent vers le littoral où ils prennent un bateau abandonné et se lancent dans l'océan. Ironiquement, ils croisent le chemin d'un bateau qui sert à transporter des esclaves pour leur vente aux enchères.
Ainsi, ils sont attrapés et emprisonnés pour une nouvelle fois. Ils finissent encore dans le même marché aux esclaves où ils sont achetés par des hommes de main de Jordan. Heureusement, sur le chemin du retour vers la plantation, les frères sont sauvés par une tribu africaine qui se fait appeler les Maroons. Les membres de la tribu étaient tous des esclaves avant de fuir leurs propriétaires. Ils sont accueillis dans la tribu et commencent à chanter avec le chef de la tribu. Mais Régis, qui est lui-même marié à une blanche, refuse de chanter lorsque les Maroons parlent de tuer les blancs. Cela met en colère la tribu et ils se retournent rapidement contre les frères. Heureusement, ils ont réussi à échapper à la tribu et à atteindre un endroit sûr, où ils voient leur tante qui leur avait jeté le sort. C'est là qu'ils réalisent qu'elle est la responsable de leur retour dans les temps anciens. Ils la supplient de lever le sort et lui mentionnent qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour cela. Initialement, la vieille femme refuse, mais quand les frères continuent à la supplier, elle leur donne un indice. Elle leur dit que la seule façon pour eux de revenir dans le présent est d'atteindre la plantation à nouveau et de réunir leurs ancêtres Isadore et Rosalie. Avant de disparaître, elle laisse derrière sa pipe spéciale et leur demande de la fumer lorsqu'ils auront réussi la mission. Soudain, Joël se souvient d'avoir vu Isidore en train de faire une fellation à un autre homme. Il a également enregistré une vidéo de l'incident sur son téléphone et la montre à Régis. Les deux frères deviennent alors convaincus qu'Isadore est homosexuel et ils croient à tort que c'est l'erreur qu'ils sont censés corriger. Pour donc réparer leurs erreurs, Joël et Régis sont retournés à la plantation. Ils sont marqués au fer rouge avec le sigle de la plantation. Ils retournent ensuite dans leur hutte et commencent à planifier leur plan d'action pendant que, dans le manoir, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de Monsieur Jordan. Les frères organisent donc une fête pour les esclaves. Ils volent secrètement un baril de rhum à la distillerie pour s'enivrer et s'amuser. Tout ça dans le but d'activer la romance entre Isadore et Rosalie. Mais leur plan se heurte à un obstacle lorsque Régis aperçoit Joël en train d'embrasser Rosalie en raison de son engouement pour elle. Ensuite, les deux frères improvisent et aident physiquement le couple à avoir des rapports sexuels, pendant qu'ils dorment, et une fois que c'est fait, ils sont convaincus que leur mission sur place est accomplie, croyant qu'ils peuvent rentrer chez eux quand ils le souhaitent. Alors ils décident de se venger des Blancs. Ils se rendent alors au manoir armé, où ils humilient tout le monde. Joël embrasse la fille de Monsieur Jordan, tandis que Régis commence à endommager les meubles. Tout à coup, Henri fait irruption dans la pièce et menace les frères. Joël ne montre aucun signe de peur et commence à utiliser la pipe. Malheureusement, lorsqu'il fume, il ne se passe rien. Il semble que la pipe magique donnée par la vieille dame ait été remplacée par une pipe ordinaire. En raison de leurs actes, ils sont enfermés dans une cage et condamnés à être exécutés le lendemain. Cette nuit-là, les frères sont émus et commencent à réfléchir à leur choix de vie. Régis parle de l'échec de son mariage, tandis que Joël confesse qu'il est fauché et sans emploi. Henri arrive et les emmène dans le champ où ils sont censés être pendus. Cependant, juste avant l'exécution, Victor, le fils de Monsieur Jordan, s'enfuit dans la forêt, alors Rosalie le poursuit et découvre bientôt qu'il est tombé dans la rivière voisine. Tous les membres de la famille paniquent et se précipitent sur les lieux, mais Isidore profite du tumulte et sauve les frères en assommant Henri. Il leur ordonne alors de fuir pour sauver leur vie, ce à quoi ils s'astreignent. Les deux sautent dans la dangereuse rivière, mais à la surprise de Régis, Joël ne sait pas nager, mais il parvient à sauver son frère et Victor. Reconnaissant aux frères d'avoir sauvé la vie de son fils, Monsieur Jordan les libère. Les demi-frères reçoivent également le même document d'émancipation que celui que leur avait remis leur défunt père. Mais au lieu d'accepter la libération et la récompense, ils demandent à Monsieur Jordan de libérer Isadore et Rosalie et de leur remettre le document. Les frères ont donc réussi à libérer Isidore et Rosalie, mais ils ne savaient toujours pas où trouver la pipe magique qui les aidera à retourner à l'âge moderne. Les jours passent et ils commencent lentement à accepter le fait qu'ils puissent ne jamais retourner à leur temps un jour. Isidore et Rosalie souhaitent leurs adieux aux deux frères et quittent la plantation. Les deux frères les regardent partir de loin. Henri s'approche d'eux et leur ordonne de se remettre au travail. Il sort sa pipe et commence à fumer. Pour les humilier, Henri leur souffle de la fumée au visage. Alors ils disparaissent soudainement à la grande surprise d'Henri. C'est donc Henri qui leur avait volé la pipe. Les frères reviennent dans le présent où ils voient leur tante à leur côté. Lorsqu'il la voit tenir le document original dans sa main, ils sont soulagés. Plusieurs mois passent. Joël trouve enfin un emploi régulier sur un chantier où il se plaint toujours de son salaire minimum et du fait qu'il est noir. Pendant ce temps, Régis retourne à son travail à la mairie. L'expérience qu'ils ont vécue ensemble au XVIIe siècle les ont tellement rapprochés qu'ils ont commencé à faire des rencontres en famille. Au cours